La mer, une nouvelle de Yoko Ogawa. La maison familiale d'Izumi était bien plus éloignée de l'aéroport que je ne le pensais. Après avoir été ballottés pendant plus d'1 heure dans un autocar limousine, nous avons dû changer pour un autobus local. Elle se trouvait un peu plus loin, après que le bus eut longé à la lenteur d'un escargot une digue, des rizières, puis une garnison des forces d'autodéfense. C'était notre première excursion à deux, avec l'intention de passer une nuit à l'extérieur. Mais, malheureusement, on ne peut pas dire que ce fut un voyage romantique. En cours de route, elle a été victime du mal des transports, et je n'ai pas cessé de lui frotter le dos, à tel point que ma main droite en était tout engourdie. À la fin, n'en pouvant plus, nous sommes descendus 3 arrêts avant celui qui était prévu, et nous avons marché tous les deux sur la départementale en nous reposant de temps en temps. Son visage était livide, elle ne parlait pas, et son dos paraissait encore plus petit que d'habitude, à tel point que je me suis demandé si je ne l'avais pas usé à force de le frotter. Sur notre gauche serpentait une rivière envahie par les roseaux, dont le niveau était bas, tandis que sur notre droite s'échelonnaient des collines couvertes de ce qui ressemblait à des vergers. Après le départ de l'autobus qui nous avait déposés, il ne passa plus de temps à autre que des petites camionnettes de revenants des champs. Il n'y avait pratiquement aucun autre véhicule, pas d'autres personnes qui marchaient. Et le soir était là, qui approchait. Est-ce parce qu'elle était inquiète du retard sur l'heure prévue ? La famille d'Izumi était sortie attendre dehors près du portail. Ses parents, sa grand-mère de 90 ans, son petit cadet, il avait 10 ans de moins qu'elle et elle l'appelait toujours ainsi. Ils étaient 4. Même de loin, on sentait bien qu'ils étaient sur le qui-vive. La première à nous découvrir fut sa grand-mère, qui devait pourtant avoir les moins bons yeux. Sans prendre garde à ses manches qui tombaient, elle a tendu les bras au maximum, a plié encore plus son dos voûté et nous a salués en frottant ses mains jointes. Je ne savais pas grand-chose au sujet de la famille d'Izumi, jusqu'à la génération du grand-père. Ils avaient été producteurs de raisins, mais ayant fait de mauvaises affaires, ils avaient perdu leurs terres, si bien que son père avait été obligé de devenir fonctionnaire et son petit cadet de 21 ans faisait de la musique. C'était à peu près tout ce que je savais. Je m'étais rendu compte dès que la conversation venait sur sa famille que le ton de sa voix était curieusement déséquilibré, si bien que je m'arrangeais pour ne pas insister. Ce sujet de conversation, nous le traitions comme une cacahuète tombée par mégarde d'une assiette. Il suffisait de la ramasser, de l'éplucher et de la jeter dans sa bouche, et c'était fini. Cela ne provoquait pas d'autres inconvénients. Mais prendre expressément des congés pour aller rendre visite à sa famille n'était pas aussi simple. En plus, pour faire une demande en mariage. La maison était vieille et banale, mais de construction solide. Dans le jardin, qui n'était pas si grand, un zelkova keyaki étendait sa ramure, dont le feuillage se balançait dans le vent agréable qui remontait des vergers en pente. À l'intérieur de la maison, tout était prêt. Le ménage avait été fait jusque dans les moindres recoins, des fleurs étaient disposées un peu partout, et l'assortiment de pantoufles alignées dans le couloir était neuf. Où que l'on porte les yeux, il n'y avait pas de faille. Cela me donna l'impression que cette maison n'était pas habituée à recevoir des visiteurs, quels qu'ils soient. Merci de vous être donné la peine de venir de si loin. Vous devez être fatigué. Allez, venez. Mettez-vous à votre aise. Ne vous gênez pas. Voulez-vous quelque chose à boire ? Son père et sa mère faisaient assaut d'amabilité, réitérant à tour de rôle des paroles de bienvenue, ne me laissant pas le temps de placer un mot pour nous excuser de notre retard. Ils étaient tellement attentionnés envers moi qu'ils finissaient par ne pas s'apercevoir que leur fille ne se sentait pas bien. Sa grand-mère continuait à prier, les mains jointes, tandis que son petit cadet était debout, silencieux à ses côtés. Il n'était pas aussi petit qu'elle le disait. Il avait une tête de plus que moi et il devait bien peser 1,5 fois de plus. Ce fut aussitôt le dîner. La table, recouverte d'une nappe blanche bien amidonnée, débordait de nourriture. Celle-ci n'était pas simplement somptueuse, l'assortiment de décors, de couleurs et des plats était soigné jusque dans les moindres détails. Sa mère allait et venait avec empressement entre la cuisine et la salle à manger. Son père ne faisait que répéter « Allez, mangez bien !» Elle devait enfin se sentir mieux car elle avait meilleure mine, mais elle ne mangeait pas beaucoup. Je savais que son père était fonctionnaire à l'inspection de l'hygiène du service de santé publique. C'est pourquoi il voyage tout le temps, m'avait-elle dit. Il va dormir un peu partout dans les hôtels ou les auberges pour vérifier qu'il n'y a pas de problème d'hygiène et il les classe dans la catégorie A, B ou C. Ça a l'air amusant comme travail, lui avais-je répondu d'un ton léger, mais elle avait répliqué en secouant la tête. Ah, parce que tu crois que c'est amusant de passer un coton-tige sur le siège des toilettes, de brasser les restes d'un banquet ou de ramasser des poils pubiens dans les vestiaires des sources chaudes ? Pour le milieu de la cinquantaine, son père avait des rides marquées, les cheveux renvoyés en arrière et un front aussi sec que s'il était recouvert de poudre.
Il ne donnait pas l'impression de générosité caractéristique des gens qui voyagent beaucoup. Il était totalement en retrait et compassé. « Alors, ces temps-ci au collège, ça se passe comment ?» me demanda-t-il en enlevant la peau d'une fève bouillie. Comment dire, pas trop mal, hein. Pour essayer de dissimuler que je ne savais pas quoi dire d'intéressant, j'ai fini de boire ma bière. Un professeur de technique, ça enseigne quoi au juste? Comme on pouvait s'y attendre, sa mère a ajouté de la bière dans mon verre. Principalement le fonctionnement des ordinateurs. Ensuite, en ébénisterie, on fabrique des chaises, en électricité des robots assez simples, toutes sortes de choses, quoi. Eh bien, mais c'était un travail excellent. La conversation ne rebondissait pas tellement, comme si elle voulait laisser passer le silence. Sa mère allait de plus en plus souvent à la cuisine, rapporter des assiettes qu'elle posait quand même sur la table, alors qu'il n'y restait plus beaucoup de place. Son père restait pensif, comme s'il cherchait une question intelligente, mais il n'y arrivait pas et finissait toujours par se résumer un « Allez, mangez bien ». J'ai essayé de m'imaginer le père qui était devant moi, un coton-tige et des poils pubiens à la main. Et là, il m'a fait un effet assez remarquable. Je me disais qu'elle aurait pu quand même intervenir un peu plus et, mécontent, j'ai regardé discrètement à côté de moi. Mais il m'a semblé qu'elle n'avait pas encore retrouvé la forme. Elle serrait toujours presque autant les lèvres. Je les ai observées. Elles étaient charnues et bien dessinées. Leurs contours donnaient irrésistiblement envie de les suivre du bout des doigts, et elles étaient étrangement pleines comme si elles recelaient toutes sortes de mots inimaginables. Je me suis rappelé que peu après que nous avions commencé à nous fréquenter, elle m'avait demandé ce qui me plaisait le plus chez elle, et que j'avais répondu ses lèvres. « Tes lèvres quand tu siffles le signal de se mettre en rang », lui avais-je dit. Izumi était le professeur chargé des cours d'hygiène et d'éducation physique, et un sifflet humide de salive pendait toujours sur sa poitrine. Sa grand-mère et son petit frère cadet conservaient leur propre rythme. La grand-mère, dont on ne voyait que la tête au-dessus de la table, alors qu'elle était assise en tailleur sur sa chaise, et son petit cadet, qu'elle aurait pu soulever à deux mains, même si leur constitution était contrastée, étaient à égalité dans leur façon de manger. Sans produire de bruit intempestif, ils avalaient les choses l'une après l'autre, sur le même rythme que leur respiration. Légumes verts, tofu, poissons crus et algues, tout tombait discrètement dans les ténèbres à l'intérieur de leur bouche. Au point que, même si ce n'était pas le cas pour son petit cadet, l'on pouvait s'inquiéter d'une éventuelle indigestion pour sa grand-mère. À commencer par Izumi, personne n'y prêtait attention. Ils rapprochaient un plat, manipulaient leur baguette, se saisissaient du flocon de sauce de soja, s'emparaient d'une nouvelle assiette. Leurs mains qui allaient et venaient au-dessus de la table traçaient des courbes admirablement harmonieuses. « Savez-vous quand le visiteur va arriver » dit soudain la grand-mère. Cela mit un curieux accent dans la conversation qui avait tendance à s'interrompre. « Mais il est déjà là depuis un moment. » La mère lui arrangea sa serviette. Coincée dans son encolure, celle-ci était semée de grains de riz, de filandres de viande de bœuf et d'arêtes de poisson. « Allons bon, les enfants !»« Tenez, regardez bien, il est assis à côté d'Izumi. »« Ah, c'est lui! Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt, hein ?» La grand-mère faisait un effort soutenu pour soulever ses paupières prises entre ses rides, posa sur moi ses prunelles comme des petits cailloux desséchés. Et, approchant son visage, alors que je portais à ma bouche un champignon en beignet, elle me chuchota à l'oreille. « Il est peut-être empoisonné, hein, faites bien attention. » Il avait été décidé que nous passerions la nuit, Izumi dans la chambre qu'elle avait utilisée jusqu'au lycée, moi avec son petit cadet dans sa chambre. Pour être franc, cela me pesait, au point que j'aurais préféré dormir avec la grand-mère. Depuis mon arrivée dans la maison, je n'avais pas échangé une parole avec lui. Pour moi qui n'avais pas de frère, ni aîné, ni cadet, je n'avais aucune idée de ce dont j'aurais dû parler avec lui. J'ai pensé que je n'avais qu'à prétexter la fatigue pour m'endormir aussitôt. Dans la chambre étaient déjà étalés 2 matelas et leurs couettes. Après, il y avait un bureau en bois bien rangé et à côté un ensemble vidéo. C'est tout. La chambre était triste. Le petit cadet qui avait mis son pyjama était assis, désœuvré, les jambes étalées sur son futon. « Ah !» ai-je dit pour voir. Le petit cadet, les yeux baissés, déboutonnait et reboutonnait le bouton du bas de sa veste de pyjama. Cette appellation de petit cadet me gênait depuis un certain temps déjà. Chaque fois qu'Izumi prononçait ce petit nom, son ton devenait hésitant, comme si elle avait devant les yeux une silhouette vraiment petite et qu'elle avait peur de la briser d'une respiration trop brusque. « Le poison n'agit pas, » murmura-t-il, les yeux toujours baissés sur son bouton. « Grand-mère en a parlé, hein ?»« Oui, c'est vrai. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. » Serrant et tendant les doigts, tournant la tête, je lui ai montré qu'il n'y avait rien d'anormal. « Ah ah, tant mieux. »
Le petit cadet a enfin levé la tête. Merci de t'inquiéter pour moi, tu as de bonnes oreilles, hein, pour avoir entendu le chuchotement de ta grand-mère. Pas tant que ça, c'est que je suis instrumentiste. Un soda, vous en buvez? N'attendant pas ma réponse, il avait pris dans le tiroir de son bureau une bouteille de soda, un décapsuleur et un verre. Tu les caches dans un drôle d'endroit, hein? Grand-maman me laisse jamais en boire parce qu'elle dit que quand il fait froid, ça me donne la colique. J'ai qu'un verre, excusez-moi. D'un geste habitué, tenant la bouteille serrée entre ses cuisses, il l'a décapsulée, m'a tendu le verre qu'il avait rempli, a bu directement au goulot. Le soda tiède avait un goût de pluie. Le verre n'avait pas dû être lavé depuis longtemps car il était tout poisseux. En bas de l'escalier, tout était calme, aucun bruit ne nous parvenait. Ma gorge et celle du petit cadet résonnaient à tour de rôle. Les ténèbres derrière la fenêtre étaient denses, le vent n'avait toujours pas cessé. Si vous en voulez, dites-le moi. J'en ai encore une autre bouteille dans le tiroir. Conformément à son petit nom, à peine sa petite voix fut-elle aspirée par le goût d'eau qu'elle alla se fondre aisément dans les bulles. Il avait la peau claire, des cheveux courts et des oreilles aux contours bien dessinés. Comme pour faire en sorte que son corps trop grand ne dérange pas son visiteur, il avait le cou rentré dans les épaules et le dos courbé. Son pyjama était décoré de girafes. Il n'avait pas l'air de vouloir terminer de sitôt sa dernière gorgée de soda, qui ne cessait d'osciller au fond de la bouteille. Ayant laissé échapper le bon moment pour proposer de dormir, j'ai jeté un nouveau coup d'œil à sa chambre. Je ne voyais rien en relation avec la musique. Ni appareil audio, CD, instrument de musique, ni métronome, pupitre, programme de concert non plus. Et cela ne se limitait pas à la musique. On ne trouvait rien, nulle part, qui laissât entrevoir quelque chose de sa vie ou qui aurait pu aider à se figurer son enfance. Revue à moitié lue, clochette souvenir de voyage, photographie d'une idole, gants de baseball usagés, maquette poussiéreuse. Mon regard se déplaçait à la recherche du moindre indice, en vain. Seule la silhouette du petit cadet en pyjama imprimé de girafe et faisant osciller son soda prouvait que là était l'endroit où il vivait. Izumi dormait-elle déjà? J'ai épié les bruits de la pièce voisine. En haut de l'escalier, au moment de franchir des seuils différents, Izumi m'avait dit « Excuse-moi, hein ?»« Pourquoi tu t'excuses? Tu ferais mieux de me souhaiter bonne nuit, » lui avais-je répondu. « Vous en voulez d'autres » me demanda-t-il à nouveau. « J'ai assez bu, tu sais, merci. » Les visiteurs se sentent gênés, alors il faut leur demander plusieurs fois. « Qui a dit cela? Ta mère ?»« Je crois pas, grand-maman plutôt. »« Moi, je ne me sens pas du tout gênée, tu sais, tu n'as pas à t'inquiéter. » Le petit cadet a bâillé, puis il a fait un rot. Le bruit de quelqu'un qui se retourne dans son sommeil arriva de la pièce d'à côté. On entendit un chien aboyer dans le lointain. Mais les deux choses se calmèrent aussitôt, et un calme encore plus profond qu'avant s'installa. Puis je regardais une vidéo, commença-t-il un peu ennuyé. Bien sûr que oui. Tout ce qui pouvait apporter un changement à ce calme était bienvenu. Puisque c'est ta chambre, c'est mieux pour moi que tu y fasses ce que tu as l'habitude de faire. Il a sorti du tiroir une cassette vidéo pour la glisser dans le magnétoscope. Après un moment de bruit parasite, il y eut un thème musical sur des images de savane, de jungle et de fonds marins. La cassette devait être souvent utilisée car de temps à autre l'écran se brouillait et la voix s'interrompait. Tous les animaux sont une clé pour éclairer les secrets de la nature. Ils nous enseignent la beauté de la vérité. Eh bien, ce soir encore, les merveilles de la nature vont vous emmener vers des mondes mystérieux. Le thème d'aujourd'hui est parodie de la mort. Tous les soirs, avant de m'endormir, je regarde l'émission sur les animaux. Mon père me l'enregistre. Il a posé sa bouteille de soda à son chevet et s'est installé bien droit devant la télévision. Je me suis étirée et j'ai recroisé mes jambes. Ils ont acquis toutes sortes de techniques pour se protéger de l'ennemi qui menace leur vie. Ils s'enveloppent dans une armure de protection, se cachent derrière un camouflage, produisent des signaux d'avertissement, projettent du poison ou encore se contentent de fuir. Mais, parmi toutes ces techniques, sans doute peut-on dire que la plus étrange est celle de la parodie de la mort. La récitante, une femme d'âge moyen, avait une voix basse et profonde, un peu mouillée. « Tu bois du soda et tu regardes une vidéo? C'est une habitude, hein ?»« Oui, c'est ça, une habitude. »« Je ne savais pas que tu aimais les animaux. » A-t-il fait en secouant la tête. « C'est pas que je les aime, mais parce que si je me couche après avoir vu des animaux, j'ai un sommeil de plomb. »« Pourquoi ?»« Je sais pas, c'est seulement que ça me rassure de voir que dans des endroits éloignés où je ne suis jamais allée, vivent des animaux qui me ressemblent plus ou moins, et qu'eux aussi, comme moi, ils mangent, forment une famille, dorment et meurent. Vous trouvez ça bizarre ?
Pas du tout. Ce fut à mon tour de secouer la tête. Son profil à la lumière de la lampe fluorescente était à portée de ma main. Retenant sa respiration, il regardait fixement l'écran, sans ciller. Le champion de la parodie de la mort est sans doute l'opossum d'Amérique. Quand il est attaqué, d'abord il contre-attaque, il pousse des cris de menace et mord avec ses dents terriblement aiguisées. Il ne feint pas la mort que si l'adversaire ne recule pas malgré tout. Cela se produit brusquement, c'est même dramatique. Je voyais un opossum d'Amérique pour la première fois de ma vie. C'était un animal d'apparence pas très brillante, une sorte de croisement entre le rat et le blaireau, aux poils gris éparses. Mais, comme le disait la récitante, son exécution de la parodie de la mort était une merveille. Ses quatre pattes pendaient un peu n'importe comment. Les ongles de ses pieds essayaient en vain d'attraper l'air, et sur sa langue qui pointait hors de sa bouche, et ses yeux mi-clos, flottait la sincérité de celui qui se désole et veut savoir pourquoi il en est arrivé là. Le petit cadet, mains et lèvres serrées, regardait fixement l'opossum. On aurait dit qu'il craignait qu'à trop bien faire la parodie de la mort, il ne meure vraiment. Il se tourna une fois vers moi, voulut me dire quelque chose, ravala ses mots et revint à l'écran. Vous allez penser que c'est stupide de s'exposer ainsi sans défense aux yeux de l'ennemi. N'est-ce pas seulement lui épargner sa peine, mais c'est une erreur. On sait que l'électroencéphalogramme de l'opossum en état de mort apparente est exactement le même que lorsqu'il est éveillé. Il ne tombe pas aveuglément en syncope, pas plus qu'il ne s'abandonne au désespoir. Il comprend tout. La plupart des prédateurs ne réagissent qu'aux proies qui bougent, parce qu'ils recherchent de la viande fraîche et saine. Par la parodie de la mort, l'opossum suggère que sa chair a déjà commencé à se décomposer. Le récit continuait. À ce moment-là, l'opossum sur l'écran, sans aucun signe avant-coureur, revint brusquement à la vie. Le petit cadet poussa un cri. En un rien de temps, l'animal avait détalé. On dirait qu'il a réussi quand l'ennemi recule. En un instant, sa tactique fait mouche. Dites, il est parti où l'opossum ? Il est retourné se coucher en sécurité. Vraiment ? Ah, maintenant, il est hors de danger. Le petit cadet, profondément soulagé, poussa un grand soupir. Tu joues de quel instrument ? ai-je questionné une fois couché, la lumière éteinte. Du Meirinkin, répondit le petit cadet. Meirinkin ? Oui, ça s'écrit comme ça. Et le bras en l'air, il a tracé des caractères du bout de l'index, mais comme il faisait noir, je n'ai pas pu les lire. C'était un instrument rare, hein ? Oui, peut-être. Un instrument de quel pays ? Du Japon, d'ici. Il existe depuis les temps anciens ? Non, il n'est pas si vieux que ça. Dans l'obscurité, sa voix était encore plus fine. Il était enroulé dans son futon jusqu'au cou, et je distinguais vaguement son visage tourné vers moi. Il a quelle forme ? Il est un peu plus gros qu'un ballon de rugby, d'une grandeur juste bien pour qu'on puisse le tenir à deux mains. Il est fait d'une vessie natatoire de baleine à bosse. Eh ! La surface de la vessie est recouverte d'écailles et à l'intérieur, on a fixé des cordes faites à partir d'ailerons de poissons volants. Elles sont la source de vibrations et le tremblement de l'air se transmet aux écailles. L'origine des écailles est déterminée. Si on utilise le plus de variétés possibles de poissons, on obtient sans doute un son plus profond. J'ai compris que le Meirinkin s'écrivait avec le caractère chinois du chant, de l'écaille et de la cithare. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui peut jouer d'un instrument aussi rare. C'est sûr, parce que je suis le seul au monde à jouer du Meirinkin, répondit le petit cadet. C'est un instrument que j'ai inventé. J'en suis l'inventeur et le seul interprète. Mes yeux s'étant habitués à l'obscurité, son visage me paraissait encore plus proche. Le clair de lune qui passait par un interstice entre les rideaux s'infiltrait entre nous comme une fine ceinture. La présence d'Izumi dans la chambre voisine n'était plus du tout perceptible. Quand et où est-ce que tu en joues ? Le moment n'est pas déterminé, mais l'endroit oui, c'est toujours au bord de la mer. Sans la brise de mer, il n'y a pas de son. Parce que l'instrument n'est fait qu'avec des choses de la mer, hein. Il est là, ton Meirinkin ? Bien sûr, tenez là-bas, il est rangé dans une boîte en bois. Il désignait le même tiroir de bureau que celui d'où il avait sorti le soda. Je voudrais bien t'entendre jouer, lui dis-je honnêtement. Le petit cadet m'observa intensément et me répondit après avoir sorti sa main de la couette pour la poser sur son cœur.
Excusez-moi, pour l'instant c'est impossible. Sans la brise de mer, le Meirinkin ne peut pas chanter, commença-t-il en soupirant, comme s'il était profondément désolé. Le long de la vessie, il y a une fente longue et fine, et quand l'air passe par là, il fait vibrer les cordes. Selon la force ou la faiblesse du vent, la vibration des cordes est différente. L'interprète, c'est-à-dire moi, souffle dans l'ouverture de la vessie et en faisant attention à ne pas empêcher le passage de l'air, fait entrer la vessie en résonance avec cette vibration et la transmet aux écailles. C'est pourquoi l'interprète ne joue pas une mélodie, c'est le vent qui tient le rôle principal. En plus, la brise de mer. J'aimerais bien entendre le genre de son que ça fait. Le petit cadet leva ses bras au-dessus de sa poitrine, gonfla ses joues, pinça les lèvres. Ensuite, il souffla doucement dans l'obscurité de ses bras. Ce que j'entendis ne fut pas un sifflement ni un chant, mais plutôt un son léger, mais ferme. Il joignait le soulagement d'être enfin arrivé, après de longues heures au fond de la mer, à l'illimité de voyager encore plus loin. J'ai essayé d'imaginer la silhouette du petit cadet debout au bord de la mer, les deux pieds prenant solidement appui sur le sable, les paumes enveloppant doucement la vessie. La brise, comme si elle avait trouvé un repère, était attirée par lui. Le vent qui avait traversé la mer était à la recherche de la tiédeur de ses paumes. Ses lèvres, exactement comme si le Meirinkin était là, continuaient à faire vibrer les ténèbres. Elles avaient exactement la même forme que celle d'Izumi que j'aimais tant. Il y avait encore du temps avant l'aube, mais le gros de la nuit était sans doute passé depuis longtemps déjà. Pour vérifier si le petit cadet était vraiment endormi, je lui ai adressé la parole. « Comment dorment les girafes ?» Il n'y a pas eu de réponse. Seule me parvint sa respiration régulière. Je me suis extrait de ma couette, en faisant attention à ne pas faire de bruit. J'ai ouvert le tiroir du bureau. Des bouteilles de soda ont roulé. Au fond, il y avait une boîte en bois. De la taille qu'il m'avait montrée, elle était très ordinaire, simplement vernie, sans étiquette ni motif. Le vernis était écaillé par endroits, le fermoir du couvercle rouillé. Je me suis retournée vers le petit cadet qui se trouvait dans le monde paisible du sommeil où la parodie de la mort de l'opossum l'avait conduit. J'ai tendu la main vers la boîte, je l'ai serrée sur mon cœur et je suis restée un instant ainsi. Les ultimes résonances du Meirinkin imprégnaient encore mes tympans. Sans toucher au fermoir de la boîte, je l'ai remis en place. La seule chose que je pouvais sentir entre mes mains, c'était le poids de la brise de mer.